tous, ravi de vous retrouver sur i24 News pour économie. Le MAG au sommaire de cette émission, une épidémie qui pourrait bien avoir de l'influence sur l'économie. Activité réduite, projets suspendus, restrictions de déplacement. Vous le verrez, les entreprises implantées dans les pays d'Afrique de l'Ouest sont également touchées par Ebola. En Bosnie, les candidats soutenus par les principales formations nationalistes musulmanes, serbes et croates ont emporté la présidence tripartite collégiale suite aux élections générales. Focus à suivre dans une entreprise de cet État d'Europe du Sud. Et puis c'est la troisième fois qu'un Français remporte ce prix, celui du Nobel d'économie qui a été décerné à Jean Tirole, âgé de 61 ans. Une consécration pour cette université de Toulouse et polytechnicien de formation. Présenté par le comité Nobel comme l'un des économistes les plus influents de notre époque, le jury l'a primé pour son analyse de la puissance du marché et de la régulation. On décryptera tout ça en fin d'émission avec notre invité. Et pour l'heure, à présent, on passe donc en revue l'actualité internationale. Le prix du baril de pétrole continue sa chute libre. Le baril de Brent à Londres est passé jeudi dernier sous la barre des $90. Quant aux États-Unis, le baril de brut léger a atteint la semaine dernière un taux le plus bas depuis juillet 2012 à 83,59 $. Cela représente une baisse de 20% depuis la mi-juin à la bourse de New York comme à Londres, en cause le ralentissement économique mondial et la surproduction. Et puis le géant gazier russe Gazprom a enregistré au premier semestre un bénéfice net en chute de 23% sur un an, plombé en particulier par la dette de l'Ukraine. Selon les résultats annoncés ce mardi par la compagnie, les analystes qui tablaient sur un bénéfice net d'environ 484 milliards de roubles, soit 9,3 milliards d'euros, ont finalement enregistré un bénéfice entre janvier et juin de 450,5 milliards de roubles, soit 8,7 milliards d'euros. Le projet de budget 2015, à présent marqué par des économies de 21 milliards d'euros, entame ce mardi à l'Assemblée 2 mois de discussions serrées sous la double pression de la Commission européenne qui en voudrait davantage et d'une partie de la majorité qui en voudrait moins. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, a ouvert la porte lundi à une modification des projets de budget de la France pour 2015 afin de réduire davantage les déficits publics. On écoute à ce propos les réactions des ministres de l'économie néerlandais et allemands. Les chiffres que nous entendons venant de Paris ne sont pas très rassurants. Mais comme je l'ai dit, le verdict final viendra d'abord de la Commission avant que nous en parlions plus en détail dans l'Eurogroupe. Mais cela est tout de même préoccupant. Nous attendons que la France présente son projet de budget ainsi que les réformes structurelles que le gouvernement a entrepris. Ensuite, la Commission donnera son avis. Ce sont les règles européennes. Quoi neuf dans le secteur de l'énergie du continent africain? L'Agence internationale de l'énergie identifie 3 axes pour améliorer la contribution du secteur énergétique à la croissance de cette région. Investir 450 milliards de dollars supplémentaires dans la production d'électricité, davantage coopérer au niveau régional et mieux gérer les ressources énergétiques. On écoute tout de suite une économiste de l'AIE suivie de sa directrice exécutive. Si nous devons parler d'un seul problème concernant l'énergie, c'est la mauvaise infrastructure d'électricité. Et ça, c'est le principal obstacle au développement économique et social du continent. Maintenant, 2 dollars sur 3 investis dans l'énergie sont liés aux exportations. Et c'est quelque chose que nous devons changer, parce que c'est seulement de cette façon que vous pourrez permettre à tout le monde d'y avoir accès. On en vient à présent au premier sujet du jour. Ebola fait toujours plus de victimes. Un employé de l'ONU contaminé par le virus et hospitalisé en Allemagne est décédé aujourd'hui à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la propagation du virus qui a fait plus de 4000 morts. Par conséquent, les mesures préventives prises par les différents pays deviennent de plus en plus strictes. On voit ça avec Anthony Lesme. J'annonce que les autorités frontalières vont commencer à mettre en place un processus de contrôle renforcé des passagers qui entrent aux États-Unis, ici à l'aéroport de JFK, depuis la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le virus Ebola a récemment atteint l'Europe et les États-Unis. La sécurité intercontinentale s'accroît autour des voyageurs de l'air. Le trafic aérien pourrait représenter l'un des principaux dommages économiques collatéraux. Les valeurs aériennes d'Air France KLM, Lufthansa et EasyJet ont perdu respectivement 14%, 10% et 9% la semaine dernière.
Le secteur touristique est aussi touché. Pour exemple, TUI Travel a perdu près de 4% en bourse la semaine dernière. Voyageurs du Monde accuse une chute de 30 à 40% de ses vols pour l'Afrique du Sud. Pour l'heure, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest qui est touchée. Selon la Banque mondiale, le coût économique pour 2014 oscillerait entre 2,2 et 7,4 milliards de dollars. Pour 2015, entre 1,6 et 25 milliards si la contagion s'étend. Elle serait même supérieure si elle touchait des pays densément peuplés comme la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, sauf si nous contenons et arrêtons l'épidémie d'Ebola, rien de moins que l'avenir de l'Afrique de l'Ouest et peut-être de l'Afrique est en jeu. La crise Ebola en Afrique de l'Ouest a déjà infecté plus de 8000 personnes et fait 3800 victimes. 2 scénarios sont envisageables selon la Banque mondiale. Le premier, appelé Low Ebola, suppose que l'épidémie devrait être maîtrisée d'ici la fin de l'année 2014. Il engendrerait une perte de 3,2 milliards de dollars. Le second, High Ebola, voit la contamination durer jusqu'à la fin de l'année prochaine avec des pertes de 32 milliards de dollars pour le continent africain. Un chiffre à relativiser puisqu'il ne représenterait que 0,5% du PIB du continent. Mais aux grands mots, les grands moyens. Le FMI donne quasi carte blanche aux États concernés pour s'endetter et endiguer l'épidémie la plus contagieuse depuis le sida. C'est très rare pour le FMI de dire cela, mais en cette occasion, je vais le dire. Il est bon d'accroître le déficit fiscal lorsque c'est une question de soigner des gens, de prendre des précautions pour essayer de contenir la maladie. Le FMI ne dit pas cela souvent. Il est bon d'accroître le déficit fiscal. La sécurité humanitaire prévalant, le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, symbole du continent, a demandé son report à une date ultérieure. Le sommet de la francophonie prévu à Dakar est lui aussi en suspens en attendant de voir l'évolution de la situation. Des événements chers à l'Afrique remis en cause suivant l'évolution de la maladie. La Bosnie, à présent, qui porte toujours les marques du conflit entre Serbes, Croates et Bosniaques, élisait cette semaine ses dirigeants dans le cadre d'élections générales. Un scrutin marqué par une renaissance des idées nationalistes dans un contexte de crise économique. Mais du côté de cette fabrique d'outils industriels, vous allez le voir, les employés n'ont qu'une seule idée en tête, la perfection du produit. Johanna Citruc. Concevoir, fabriquer et puis peaufiner. Mais le mot d'ordre dans cette entreprise bosniaque, c'est surtout coopérer. Quelles que soient leurs origines ethniques, les travailleurs produisent ensemble des moules d'injection ultra précis qui serviront ensuite à mettre au point des composantes, notamment pour les voitures. L'économie ne connaît pas de frontières, les gens ont simplement besoin de travailler. Notre entreprise ne se préoccupe pas de la confession ou de la nationalité des salariés, mais uniquement de leur qualité. Ici, un homme vaut pour ce qu'il sait faire. Nos salariés viennent de Serbie et aussi de l'entité croato-musulmane. Depuis la fin de la guerre en 1995, la Bosnie-Herzégovine est divisée. D'un côté les Serbes et de l'autre les musulmans. C'est en réunissant les deux entités que la société Betco Precisa a réussi à surmonter la crise économique. Nous avons démarré il y a 9 ans avec 9 employés et maintenant on a quelques 540 salariés. Nous nous sommes rendus compte des possibilités de croissance pendant la crise économique. Nous avons eu une chance dans la crise et nous avons réussi. Privilégier les compétences donc et non la nationalité pour atteindre un objectif. Dépasser les 1000 salariés d'ici 6 ans. Cette entreprise ne vous juge que d'après ce que vous savez et ce que vous pouvez faire. La qualité professionnelle du salarié est le seul critère. Mon nom et ma nationalité ne comptent pour rien. Un modèle qui fonctionne puisque l'entreprise a conquis les plus grandes marques et exporte plus de 95% de sa production en Europe occidentale, aux États-Unis et au Mexique. Cependant, elle reste pour le moment une exception dans un des pays les plus pauvres d'Europe où le chômage touche 44% de la population active. Donc un sujet, vous l'avez entendu, signe donc Johanna Citruc avec Éric Berdugo. On passe à présent à notre prix Nobel 2014. Il s'agit de Jean Tirole qui se rendra le 10 décembre prochain à Stockholm pour recevoir son prix et la récompense d'environ 878 000 €. On va détailler tout ça avec vous, Lionel Friedfeld. Vous êtes analyste financier et chroniqueur économique pour i24 News. Alors ce Jean Tirole a un CV impressionnant. Il a enseigné à Harvard, à Princeton, à Stanford. Il a effectué ses recherches en France
et aux États-Unis. Alors est-ce que finalement c'est un Français qui a été récompensé ou c'est l'école de pensée américaine? Bonjour. Alors effectivement, c'est peut-être un hybride, puisque de formation, c'est un polytechnicien. Il a également fait les ponts et chaussées, son doctorat à l'université de Dauphine, un double doctorat, un PhD au MIT aux États-Unis. Donc véritablement, il a les deux cultures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un spécialiste de microéconomie par opposition à la macroéconomie. La macroéconomie, depuis la guerre, depuis notamment les grands plans, notamment keynésiens, les économies se basent sur de grands indicateurs comme le PNB, le PIB, le chômage, pour un petit peu piloter ou aider à piloter notamment les présidents, les premiers ministres. Et l'approche cette fois-ci est plutôt microéconomique. Et microéconomique, c'est-à-dire qu'il regarde beaucoup plus les entreprises, les marchés. Et notamment, il va recevoir ce prix Nobel en économie sur un travail notamment sur les marchés de capitaux et notamment sur la régulation et spécialement sur certains secteurs où il y a quelques acteurs, on va dire, on peut penser aux télécoms ou aux banques, 4-5 acteurs, et comment justement réguler ces marchés pour qu'il y ait suffisamment de compétition pour que le consommateur soit heureux, mais aussi que ces entreprises puissent faire des bénéfices. Alors justement, on va parler dans un instant donc, de ces travaux, de ces recherches. On va écouter Jean Tirole donc, qui parle d'une de ces réformes qu'il souhaiterait appliquer. On l'écoute. Le marché de l'emploi français est assez catastrophique, comme vous le savez. C'est-à-dire que depuis 30 ans, 40 ans, il y a du chômage. Une partie de ce chômage est déguisée de différentes manières, parce que les statistiques officielles, évidemment, ignorent un certain nombre de types de chômage qui sont de facto du chômage. Et les jeunes, maintenant, leur très grande majorité, on leur propose des CDD qui sont effectivement de mauvais emplois, parce que les entreprises ont trop peur de donner des CDI. Donc on a une situation complètement absurde qu'à force de trop protéger les salariés, on les protège plus. Alors Lionel, justement, une des propositions choc de Jean Tirole, c'est la création d'un contrat unique. On l'a entendu, donc l'annulation des CDD et des CDI. Alors effectivement, une espèce de fusion, et en fait qui sera un contrat unique pour stimuler le recrutement auprès des entreprises. Évidemment, il y aurait pour les entreprises un allègement de charges pour qu'évidemment elles puissent accepter un tel plan. Effectivement, c'est la vraie question. Aujourd'hui, ça se tourne autour des entreprises, notamment de la compétitivité, puisque si les entreprises ne sont pas compétitives d'un point de vue international, s'il n'y a pas une spécificité, elles ne peuvent pas embaucher. Et c'est vrai qu'actuellement, avec un système avec des CDD qui sont reconduits une fois, 2 fois, 3 fois, et des CDI, en fait, il n'y a pas de dynamisme sur le marché du travail en France. Alors, il propose également une taxe de licenciement, un permis de polluer, il est pour une création d'union bancaire européenne. Alors finalement, ces idées ont l'air prometteuses. Pourquoi les politiques ne les écoutent pas ? Parce que ça prend du temps. En fait, il est conseillé d'un organe, le CAE, qui est un organe qui dépend du Premier ministre français. Il a déjà émis un certain nombre d'idées. Mais parce qu'entre écouter un économiste et faire une réforme, il y a souvent, il faut passer la réforme, il y a des oppositions, il y a des critiques. Il y a aussi les contraintes de Bruxelles. Et donc, c'est pas évident, c'est une machine. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le seul économiste. Il s'est notamment allié sur les questions de l'emploi. Il est complètement d'accord avec le directeur de recherche du FMI, qui est aussi un Français, Monsieur Blanchard, qui était notamment avant au MIT, et en fait il y a une espèce de consensus, et évidemment les politiques, surtout les hommes politiques français devraient vraiment s'inspirer de façon très concrète, on va dire, de ces mesures. Alors le comité l'a qualifié d'un des économistes les plus influents de notre époque. On va écouter la réaction d'une économiste au Conseil d'analyse, qui est une instance composée d'économistes reconnus qui conseille le Premier ministre français. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Particulièrement en France, on a tendance à opposer un peu les méchants marchés d'un côté et puis les gentils États de l'autre qui produiraient des services publics gratuits de bonne qualité. Et l'école d'économie de Toulouse montre que ce n'est pas si simple, que le méchant marché, il peut être méchant, il peut fonctionner correctement du moment qu'on lui met un certain nombre de régulations, et que par ailleurs, le service public ne peut être pas aussi gentil dans certains cas qu'il ne paraît, parce qu'il y a aussi des intérêts. Ce qu'ont montré Jean-Jacques Lafont et Jean Tirole, c'est que eh bien, ce qui importe, c'est non pas d'essayer de mettre des limites aux entreprises, mais de leur proposer des incitations qui alignent leurs intérêts avec l'intérêt de la société.
Alors, on l'a compris, Lionel, Jean Tirole propose des solutions concrètes et il accuse aussi, il avait été l'un des premiers à accuser l'appareil étatique avec le système financier pour les crises qui a eu lieu ces dernières années. Oui, alors effectivement, il dénonce en tout cas, et surtout le rôle des États depuis une quinzaine d'années, il mentionne, se réduit énormément et notamment délègue, notamment dans des autorités, que ce soit l'autorité de régulation des télécoms, où en fait le pouvoir n'appartient plus à l'État, mais on va dire à des sous-pouvoirs exécutifs. Et la difficulté, c'est justement d'exercer une pression suffisamment importante sur le marché, en adéquation avec les consommateurs et les entreprises. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour toutes ces explications et merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin du magazine Écho. La formation continue dans un instant. Restez avec nous sur i24 News. À tout à l'heure.